Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour à nos invités. Alors c'est l'émission de la vie de Gilles, parce que Gilles est un fan de comédie musicale. Et aujourd'hui nous recevons Alain Boublil et Claude Michel Schoenberg, évidemment, pour parler des Misérables, le retour à Paris du spectacle des Misérables. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes des légendes. Quand même. Ça dépend chez qui. Mais... Oh, si. Enfin, les Misérables, je voyais les chiffres ce matin, 70 millions de spectateurs, 52 pays. 130 millions. 130 millions. J'ai vu 70 millions. Oui, 130. C'est ça. Oui, doublé. C'est d'il y a 2 ans ou 3 ans. Alors, il y avait une erreur ce matin dans l'article que j'ai lu et que j'ai repris dans le Figaro, bêtement. Voilà, je dénonce mes sources. 130 millions de spectateurs, un carton dans le monde entier. Et on va pouvoir retrouver votre spectacle très bientôt à Paris, Les Misérables au Théâtre du Châtelet du 20 novembre. Le 20 novembre, c'est tout de suite, là, c'est la semaine prochaine, au 2 janvier, avec une nouvelle production mise en scène par Ladislas Cholat. On va y revenir dans un instant. Et il y a le livre. Et il y a évidemment. le livre J'avais rêvé, une amitié en musique, souvenir en images des créateurs de la comédie musicale Les Misérables. C'est pareil aux éditions du Rocher. C'est toute cette aventure des Misérables, cette histoire d'amitié aussi entre vous. Il y a jamais Plus de 50 ans. Il n'y a jamais eu de dispute? Non. Non. Pas dont je me souvienne, Non. Claude Michel. Non. Non. On n'a jamais rien cassé comme vaisselle. Et alors, Non, Claude Michel, pour moi, c'est le premier pas. Ça reste quand même une Vous savez, chanson. Combien d'années de ça? Non, c'était quand? Il y a 50 ans. Ah bah ça nous rajeunit pas, j'ai pas 50 ans. Vous m'avez lancé sur le Voilà. sujet. Non, mais vous savez, les jeunes aujourd'hui connaissent pas ce qui s'est passé. Comment il y a vous expliquez plus de que 20 ans. vous êtes culte dans un tas de pays? Vous avez eu Ouais. 11 Tony Awards, 2 Grammy Awards, le Laurence Olivier. Il suffit d'aller aux États-Unis pour voir la folie des Misérables ou en Angleterre ou dans d'autres pays. Et en France, non. Et En vous France, savez, vos noms sont pas très connus ici. aux États-Unis, il y a des émissions concours de forgerons. On donne aux mecs la tâche de faire des couteaux, des haches et des trucs. Et c'est important comme business. Ici, on n'a pas cette culture-là, donc les concours de forgerons, on s'en fout. Donc les musicales, on s'en fout. Donc le musical en français, on n'avait pas à l'époque cette culture-là, donc très bien pour nous. Et puis, qu'ils réussissent ailleurs, c'est parfait. Mais c'est un peu le syndrome du Marceau. Quelqu'un qui réussit énormément à l'étranger et qui n'est pas souvent en France, il y a un désintérêt au nom de la particularité française. Et vous, ça vous a blessé Non, pas blessé, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est en France que Les Misérables est né. Oui, Oui. grâce à Robert En Hossein. 1980. Et qu'avant, on avait fait un énorme succès avec notre premier rock-opéra, La Révolution française, en 1973. Que donc, il était évident pour nous qu'on allait continuer à faire des comédies musicales en France, même si à l'époque, c'était pas ni à la mode, ni un mot que les producteurs aimaient beaucoup. Mais pour revenir à ce que disait Claude Michel, il y a aussi une raison culturelle. La comédie musicale le théâtre chanté est une forme à part entière d'art dans tous les pays anglo-saxons à partir de la prime enfance. Ouais. Ce qui veut dire que dans les écoles primaires, on connaît, les enfants de 7-8 ans connaissent aussi bien les grands airs de West Side Story, de Cabaret, Ouais. ou maintenant des Misérables ou de Miss Saigon, qu'ils ne connaissent l'équivalent des chansons de Taylor Swift ou de Beyoncé. Ouais. Donc, il y a une culture qui démarre très très jeune, qui continue ensuite, puisque les summer camps, les camps de vacances d'été, où vont tous les enfants américains, qu'est-ce qu'on fait pendant l'été, y compris mes enfants quand j'habitais aux États-Unis? On joue les comédies Bien sûr, musicales, bien sûr. dans des versions amateurs. Et puis ça continue à l'adolescence, et puis après à l'université, c'est pareil. Ouais. C'est pour ça qu'on y fait souvent des masterclass, parce que il y a un appétit. Mais cet appétit, il a été cultivé dès l'enfance, Mais vous êtes français. bien sûr. Donc vous avez eu tous les deux cette idée, cette envie de mettre en scène ce Oui, classique de Victor Hugo. Mais l'inspiration, elle n'est pas partie de là. L'inspiration, elle est partie le jour où on a découvert, tous les deux d'ailleurs, quelques années d'écart, Potemkin. on a découvert West Side Story.
Et on a compris qu'il existait une façon, c'était une révélation, c'est une façon de raconter des histoires en musique avec une vraie dramaturgie qui ne soit pas que des suites de chansons et qui ne soit pas non plus écrite pour des voix d'opéra. Ouais, et tout à coup, pour nous, c'était la porte ouverte vers tout ce qu'on voulait faire parce qu'on n'avait plus envie de faire des chansons. On avait envie de sortir du monde de la variété et de rentrer dans ce monde dont on ignorait l'existence. Donc on l'a réinventé en quelque sorte. On va en reparler dans un instant, mais tous les jours à cette heure-là, c'est l'heure du zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, en deuxième partie, on va parler des fêtes de Noël et des repas de Noël avec le Figaro Magazine. Et donc, je vais vous parler aussi un peu de Noël dans mon zapping. Hier, Donald Trump, en revanche, a rencontré Joe Biden à la Maison-Blanche. Bon, après une campagne où ils se sont copieusement insultés, avant de s'envoler pour Washington, le futur président a continué à présenter son cabinet. Alors hier, je vous ai présenté la petite Suzy, c'est quelque chose. Alors là, je vous en présente deux nouveaux. Comme on dirait au Figaro Cuisine, vous allez voir, c'est gratiné le portrait des deux. Comme ministre de la Défense, Donald Trump a choisi Pete Hegseth. Cet ancien soldat ayant combattu en Irak et en Afghanistan était depuis présentateur sur la chaîne Fox News. Il est connu pour ses prières en direct. Prions ensemble, fermez les yeux. Et ses prises de position controversées. Les femmes n'ont rien à faire au combat. Ça ne rend pas notre armée plus efficace et plus dangereuse. Auteur du livre Croisade américaine, il a par le passé vanté des marques de munitions et manqué, lors d'un concours de lancer de hache, de tuer un musicien en direct. Enfin, Kristi Noem sera chargée de la sécurité intérieure. Notre pays est envahi et notre frontière est une zone de guerre. Cette élue, qui fait de la publicité pour la chirurgie dentaire, aime s'afficher avec ses armes. Elle a provoqué une tempête médiatique en reconnaissant avoir abattu son chien jugé désobéissant. À la Maison-Blanche, elle fera partie des plus proches conseillers du président. Ah oui, elle, quand le chien il obéit pas, elle tire dessus. Elle là-bas. Donc. Vous vivez encore un petit peu aux États-Unis, l'un et l'autre, ou pas du tout? Vous y passez beaucoup de temps. Une partie de l'année à Los Angeles. Alain Boublil, oui. Et vous, Claude Michel Schoenberg, non? Pas du tout. J'adorais ça quand j'étais jeune. Ouais. Aujourd'hui, je n'aime pas du tout être là-bas. Bon. Mais pas du tout pour des raisons politiques. Oui. C'est pour des faits de culture, de société. Ouais. Mais évidemment, tout ce que j'entends autour de moi, c'est vu d'ici. Oui, c'est à travers le prisme de la France, de nos valeurs. Absolument. Et ça n'a rien à voir, et Alain peut en témoigner, quand on vit dans ce pays, quand on est confronté aux problèmes, ils réagissent autrement, mais c'est des gens qui essayent de survivre, d'élever leurs enfants, leurs familles. Je ne les défends pas, mais... Vous avez raison, vous avez raison. Vu tout ça de France, en montrant uniquement ce qu'on a envie de montrer, parce que ça correspond à nos idées et aux miennes aussi. Ouais. Mais à part ça... Difficile de juger effectivement avec notre prisme à nous. Les Américains ont élu Donald Trump. Bien sûr, le fait qu'il ait utilisé Les Misérables une fois à Miami pendant une campagne... Ah, c'est vrai ? On s'est opposé, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il avait repris quelle chanson? À la volonté du peuple. Ah, à la volonté du peuple. Oui. Oui. Non, mais c'est encore une question de culture, donc, tout ça. Oui. Et là, vous vous opposez, et dans ce cas-là, vous êtes écouté? Non, ça ne sert à rien. C'est vrai? Pas du tout. C'est vrai? Il l'avait fait, c'est fini. Oui, mais après, il ne l'a pas réutilisé. Non, il ne l'a pas réutilisé, je dois dire. Ouais. Après, c'est devenu Obama. C'était longtemps dans la campagne d'Obama, d'ailleurs. Et Clinton aussi. Oui, et puis maintenant, c'est l'hymne de toutes les révolutions du monde, de tous les... Ouais. Et tous les problèmes, ça, on se rend pas compte, y compris en Chine. Non, personne ne se rend compte de ça en France. De la puissance. Mais dans le reste du monde, oui. On va parler des fêtes de Noël, donc je vous l'ai dit. On n'est pas dans le pétrin pour les fêtes de Noël. Vous avez vu les jeux de mots? Non, c'est pas grave. Avec peut-être une grève à la SNCF. Mais notre ami Éric Ciotti a une petite idée pour solutionner ça. Il était interviewé dans Bonjour sur TF1. Cette gréviculture des syndicats de gauche, voire d'extrême gauche à la SNCF, qui est devenue insupportable, que les Français ne comprennent plus. Il faut agir. Mon groupe va déposer une proposition de loi qui va se baser sur ce qui se fait en Italie, c'est-à-dire interdire la grève pendant la période des vacances de Noël, pendant les 15 jours de la trêve de Noël. C'est quand même indigne de menacer les Français qui aspirent à ce temps de quiétude. Donc il y aurait interdiction pendant 15 jours de grève et autorisation le reste du temps. Les premiers jours et les derniers jours de départ en vacances.
Son nez. Pardon. On connaissait Valérie Dissiri, voici Oui. Céline. Ah oui, j'ai vu ça. c'est Vous avez excellent. vu quand Céline Dion demande à l'assistant vocal d'écouter son succès à la Tour Eiffel. Hey Siri, play L'hymne à l'amour by Céline Dion. I cannot find that track by Celine Dion, but here is My Heart Will Go On. No. Hey Siri, can you play L'hymne à l'amour by Céline Dion, please? I cannot find that track by Celine Dion, but here is My Heart Will Go On. Never mind. Maybe I should speak really French from Parisian. Hey Siri, play L'hymne à l'amour by Céline Dion. Okay, here is Hear Me Lama by Celine Dion. Voilà, il fallait prendre l'accent français pour avoir l'hymne à l'amour. C'est normal, c'est une juste chose. Vous l'avez rencontrée, Céline Dion? Vous la connaissez, elle avait non 16 ans quand j'ai rencontré, Ah vous savez, oui. il y a très longtemps. Ouais. C'était Eddie Marnet qui la coachait déjà. Absolument. Il avait ouais. écrit sa Bon, première. enfin, quant à première Syrie, Oui. mes petites filles ont fait une expérience et j'ai posé la question combien d'enfants avec Claude Michel Schoenberg? Et la réponse de Syrie, il a 10 enfants. Ah bon? Et alors? Peut-être, hein, mais je sais pas. Je ne sais pas Alors, du tout, je suis pas au courant. Syrie en sait peut-être plus que vous. Et puis alors, c'est son dernier tour de piste, la cerise sur le gâteau. Sylvie Vartan a 80 ans, Valérie, a fait son dernier show. Et alors, petit extrait, vous allez voir, le public est en délire. Ça vous plaît, ça, Sylvie Vartan? Ouais, ça me plaît bien. Parce que Gilles, il me passe des choses que j'aime pas trop. Souvent, c'est moderne. The Voice, des choses qui sont, voilà. Mais ça, c'est bien. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant pour parler des Misérables. J'aurais Des quelques Misérables extraits, Valérie. au Théâtre du Châtelet du 20 novembre au 2 janvier. Une nouvelle production en français de la comédie musicale mythique. Et on est en compagnie d'Alain Boublil et Claude Michel Schoenberg, les créateurs de ces Misérables, de cette comédie musicale. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Alain Boublil et Claude Michel Schoenberg, les papas, les auteurs de la comédie musicale Les Misérables, cette comédie musicale qui a été créée en 1980 et qui revient à l'affiche du Théâtre du Châtelet du 20 novembre au 2 janvier. Allez-y, parce que d'abord c'est un spectacle formidable et qui reste très très peu de place. C'est une nouvelle production, on va en parler avec vous dans un instant. Il y a également un CD qui va sortir, un CD Digibook, il y a un CD Digipack et puis un vinyle classique, un vinyle bleu édition limitée. Voilà, je fais toute la promo. Et vous avez également ce livre formidable, passionnant sur cette histoire des Misérables, sur l'histoire de la comédie musicale, la façon dont vous avez créé ce spectacle. J'avais rêvé pour Et une puis leur suspension. histoire sur d'autres Absolument, spectacles. Sur une les amitié en cinq ans, musique, parce que c'est d'abord et avant tout l'histoire d'une amitié très forte entre vous deux. Oui, qui est toujours là, puisque vous êtes là Puisqu'on est là ensemble. Avec vous, je rappelle les chiffres et les vrais chiffres, 170 millions de spectateurs dans le monde, 53 pays, 27 langues, et même, alors, je ne sais pas si vous avez vu, Folio Classique qui ressort Les Misérables, et on a Victor Hugo, Les Misérables, d'après la comédie musicale. Ouais, c'est-à-dire que vous êtes... Alors ça a choqué quand même. Vous êtes aujourd'hui avant Victor Hugo. Non, Non, parce c'est pas qu'ils ça. expliquent dedans que c'est pas le bouquin, parce que autrement il ferait 1300 pages ce bouquin. Bien sûr. C'est les grands extraits qui correspondent aux tableaux principaux de ce que De la comédie musicale. En fait, c'est surtout nous qui rendons à qui on a tellement emprunté. Ouais. Valérie, est-ce que vous êtes capable de me citer 3 stars qui ont chanté dans les Misérables? Je crois qu'il y a eu Daniel Balavoine, si je ne dis pas de bêtises. Non. Si, non, pas du tout. Non, Alors, Révolution française. Non, oui, 80, vous avez raison. Alors écoutez, les 3 stars, j'espère que vous allez... Alors, le premier, vous allez le reconnaître tout de suite, et les 2 autres aussi, je pense. Écoutez. La marque est morte. Demain, nous irons le rendre à la terre, patrie.
sans lui n'est qu'un cimetière. C'était un fils du peuple, un très grand général. L'empereur admirait sa bravoure au combat. Il nous faut mériter de servir son idéal. Son cœur vibrait à gauche, il le proclama. Il n'est pas mort, la marque ressuscitée à chaque. Et Michel Sardou. Pourquoi ils n'ont pas été sur scène? Oh mais écoutez, vous demandez à des potes qu'on connaît bien de venir rigoler au studio pour faire des personnages, ça leur prend 1 heure. Sur scène, c'est 7-8 mois de leur vie qui est bloqué. Ouais. C'est pas des gens qui peuvent faire ça. Ils ont un emploi du temps, surtout à l'époque. Ils peuvent pas être 6-7 mois sur le même projet. Donc, oui. Le clin d'œil. Le clin d'œil c'était plus un clin d'œil que parce que oui, bien sur scène, c'était encore autre chose. Et vous aviez une perception aussi, enfin une volonté d'avoir sur scène des gens qui ne soient pas forcément des professionnels. On n'avait pas de volonté de ce genre-là à ce moment-là. On avait juste décidé qu'on allait faire ce spectacle avec Robert Hossein, puisqu'il l'a écouté un jour et qu'il a dit que ça l'intéressait de le faire. Et on a bénéficié d'un coup de chance extraordinaire. C'est d'une annulation au Palais des Sports au même moment qui permettait de... Tout à coup, c'était eux qui étaient en recherche, donc les producteurs Europe 1, tous les producteurs des spectacles de Robert Hossein en général. Et tout à coup, l'idée de faire Les Misérables a germé dans la tête d'un monsieur qui s'appelait René Klettmann, malheureusement disparu, qui était à l'époque le directeur artistique. Alors moi je vous propose d'écouter un extrait de Robert Hossein qui avait un petit tic, vous allez voir pourquoi et vous m'expliquerez pourquoi. Essayez. Enfin, l'œuvre est pas mal. Là, c'est Les Misérables, mais c'est la première fois que vous attaquez au... Une adaptation musicale. Je voulais couper pour pas que vous disiez comédie musicale. Eh oui. J'ai fait attention. J'ai vu adaptation musicale sur l'affiche qui est très belle, d'ailleurs. Hein? C'est une gravure ancienne qui représente la petite Cosette. Ouais. Et c'est un peu un symbole des Misérables, étant donné que vous avez vu la grosseur et la lourdeur de ce ballet par rapport à... Alors, il était interviewé par José Arthur. Alors, pourquoi il ne voulait pas qu'on appelle ça une comédie musicale, mais une adaptation musicale, vous vous souvenez? Parce que d'abord, il y a un terme, à l'époque en France, il y avait un terme un peu péjoratif. C'est-à-dire que la comédie musicale, c'était pratiquement de l'opérette. Ouais. Donc, et puis, en plus, il faut dire que Les Misérables, c'est pas rigolo tous les jours, quoi. Donc, le fait de dire comédie musicale, on a l'impression qu'il y avait un moment... un numéro de claquette ou un truc comme ça qui faisait que vous passiez la soirée, comme ils disent en Angleterre, feel good. Mais c'est pas du tout ça, Les Misérables. Et donc Robert, qui est un metteur en scène de théâtre et qui a fait des choses hyper sérieuses à Reims, voulait pas que son nom soit lié à une comédie musicale. Et d'ailleurs, ça s'est pas appelé comédie musicale à la fin, ni adaptation musicale, ça s'est appelé tragédie musicale. Ouais. Incroyable. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? Vous êtes le compositeur, vous, Claude Michel Schoenberg, vous êtes le librettiste. Comment on travaille? Il y a un texte, la musique vient après, vient avant. Comment... vous voulez dire notre façon de travailler à nous? Votre façon de travailler à vous, tous les deux. Notre façon de travailler à nous, elle commence par le livret. L'essentiel, c'est toujours l'histoire. Quelle que soit la qualité des paroles ou de la musique, il n'y a pas de comédie musicale qui tienne, surtout sur la longueur, si l'histoire de base n'est pas à l'épreuve de toutes les critiques qu'on peut faire sur la dramaturgie. Et comme nous, notre but, c'était d'écrire des comédies musicales qui avaient une vraie dramaturgie, on s'est attaché à essayer de raconter cette histoire de 1500 pages en coupant, parce qu'il s'agit surtout de couper quand on parle d'un roman fleuve comme celui-là, et en respectant évidemment le message, les émotions, la base, la trame essentielle de ce livre, tout en l'adaptant à ce qui, selon nous, était un spectacle qu'on aurait eu envie de voir chanter sur une scène. Et ça, c'est 2 ans de travail. Alors, il y a quand même avant musique et paroles. Moi, il y a quelque chose qui me... Vous le prenez pas mal, à la Boublil, mais il y a quand même quelque chose qui me fascine, c'est que ça a été joué dans 53 pays, 27 langues. Ça veut dire que vous touchez des droits d'auteur et de l'argent sur des mots qui ne sont pas les vôtres et qui ne sont pas prononcés en français. Mais je trouve ça formidable. Mais sans mes mots, il y aurait rien... Aucune de ces personnes n'aurait jamais eu la chance. Vous comprenez ce que je veux dire? Les mots français ne sont pas entendus au Japon ou en Corée. Or, vous touchez des droits d'auteur. Bien entendu, puisque je suis l'inventeur
de tout ce qui est écrit, de toute cette œuvre, et que Claude Michel de la musique de toute cette œuvre, ensemble du livret, et que sans nous, personne, comme Cameron McIntosh, le producteur, qui lui touche beaucoup plus que nous sur toutes ces versions dont vous parlez. Dernièrement, à Glasgow, où nous étions pour l'ouverture la tournée mondiale qui maintenant fait que Les Misérables en concert, pas la pièce, se joue sur toutes les scènes du monde dans des salles de plus de 5, 6, 10 000 places. Donc c'est une nouvelle aventure qu'aucune comédie musicale n'a jamais connue avant nous. Ce qu'il a dit à la fin de la première, il a dit exactement en anglais « Without these two ». None of us would be here. Ce qui veut dire, sans ces deux-là, aucun de nous ne serait là. Quel est votre plus... Oui, Claude Michel Schoenberg. Non, mais Alain le prend pas mal, votre question. Non, c'était ironique. Mais moi, je vais la prendre mal. Ah, mais non. Parce que votre musique, vous, en revanche, elle est jouée dans tous les pays. D'abord, je suis ravi que Alain puisse de nouveau entendre la pièce dans ses propres mots. Parce qu'il y a un élément de frustration terrible. Mais bien sûr. Et je suis très content que là, il ait cette joie d'entendre les mots qu'il a écrits. Et en plus, qu'est-ce que vous dites des opéras qui, avant les années 50, étaient représentés en langue étrangère dans les autres pays? Les auteurs originaux, tous les Illica qui écrivaient Butterfly, tout ça, ils se retrouvaient avec des versions hongroises, des versions en français qui sont très belles d'ailleurs, mais c'est la tradition. Quand vous avez les Beatles qui ont débarqué en France, il y a des gens en France que je connais qui ont fait des fortunes à écrire des paroles françaises sur les Beatles. Absolument. Qui touchaient quand on chantait en français, et qui touchaient en plus quand ça repassait en anglais, parce qu'ils étaient dans la feuille de la SACEM. Donc, c'est une tradition qui est bien connue, et comme l'a dit Alain, il faut toujours remonter dans ces cas-là à celui qui a eu l'étincelle de création au départ. Et si Alain ne l'avait pas fait, il n'y aurait personne. S'il n'y a pas le texte à la base, il n'y a pas la traduction. C'est pas seulement le texte, c'est l'idée de départ. Oui, l'idée de départ. C'est l'idée de dire aucune de ces personnes n'aurait jamais participé à un projet. Je vous propose d'écouter toutes les versions, Valérie. Voici les langues qui arrivent dans Les Misérables. C'est un succès dans le monde entier que vous avez créé. À la volonté du peuple et à la santé du progrès. Das ist die Symphonie von Menschen, die nicht länger Sklaven sind. あなたに熱い命が始まる。明日が来た時そうさすが。Voilà, on voit. Quelle est votre plus grande émotion ou votre plus grand souvenir lors d'une de ces représentations? C'était d'ailleurs en France. Ah oui. La première fois à Mogador. Ça n'a pas été le succès qu'on escomptait, bon, ça on le sait. Mais il y a un jour, la troupe était vraiment en feu. Je ne sais pas pourquoi. C'était une matinée. Et quand à la fin du spectacle, il y a tous les protagonistes qui arrivent en chantant la volonté du peuple alors que Valjean meurt, ils ont commencé à applaudir là. Mais moi je sais qu'il y a encore 4 minutes de spectacle. Et je me dis, mais comment ça va finir cette histoire? Eh bien, ils ont applaudi pendant 4 minutes. Et à la fin des 4 minutes, il y a eu la standing ovation, mais les applaudissements sont restés là, et là j'étais... C'est tout de même pas mal. Hein. Moi, pareil, c'était toujours aussi 1991, pour des raisons très différentes, puisque j'ai eu la chance de rencontrer la Cosette de Paris, Marie Zamora, qui est devenue mon épouse. Mais non. Depuis 33 ans. Ah oui, donc c'est Donc c'est pour moi un double événement colossal. C'était la première fois que le nouveau spectacle revenait à Paris, et d'y rencontrer ma future épouse. Il faut dire qu'à Londres ou à Broadway, ça joue depuis... Enfin, Broadway s'est arrêté, mais ça joue depuis plus de 25 ans, 30 ans. Et mais moi... 40 ans. La 40e année. On vient de fêter la 15 millième représentation à Londres. Et moi, j'ai vu, en fait, Gavroche, qui est devenu un Jean Valjean.
Ah oui. Et ça veut dire qu'il l'a joué enfant et ensuite il l'a joué adulte parce qu'il y a tellement de générations. Et c'est très courant pour les Cosette, les Fantine. On n'arrête pas d'avoir les filles, les petites filles maintenant des Cosette qui viennent auditionner. Pour le concert qu'on a donné des 25 ans, qu'on a donné à l'O2 à Londres, on a donné 2 concerts. Celui qui faisait Marius, c'est Nick Jonas, des Jonas Brothers, qui avait fait Gavroche petit au début de la création à Broadway. Incroyable. C'est fou. Et c'est Patrick Bruel qui me disait un jour, mais tu te rappelles pas? Je dis, de quoi? Et il me dit, j'ai auditionné pour Gavroche quand j'avais 13 ans, mais vous m'avez pas pris. Incroyable. Erreur de casting, comme on dit. Est-ce que le spectacle qu'on va voir au Châtelet est modifié? C'est une nouvelle version? Il n'est pas modifié, c'est un spectacle complètement nouveau, dans une mise en scène nouvelle, des nouveaux costumes, des nouveaux décors. Et moi, j'ai réécrit près de 20% du texte de 1991. C'est-à-dire, j'ai fini en fait de l'écrire. Ce que j'espère, ce que je sais qui est maintenant la version définitive. C'est une mise en scène, on peut le dire, de Ladislas Cholat. Et donc, ce sera au Théâtre du Châtelet du 20 novembre au 2 janvier. Inspiré, mise en scène très inspirée. Oui, on viendra vous voir. Dépêchez-vous si vous venez à Paris. Alors, vous irez certainement, le spectacle partira certainement en tournée, vu le succès que rencontrent les réservations. Et le livre, moi, je regrette, je ne l'ai eu que ce matin. Merci, Gilles. Vous l'avez lu en PDF? Non, mais je crois pas. Non, une amitié en musique et c'est formidable parce que ça rencontre, c'est vraiment les échanges que vous avez entre vous qui, c'est vraiment comme un livre, voilà, comme dans la vie où vous racontez en fait façon dont s'est monté le spectacle. C'est paru aux éditions du Rocher, Souvenirs en images, donc parce qu'il y a beaucoup de photos également. Et Valérie, je vous propose de finir en musique avec, on va se quitter sur J'avais rêvé d'une autre vie, mais la version 2024 qui est chantée par Claire Perron. Et après, on se retrouve. Ma vie passait comme un rêve. J'étais prête à toutes les folies. Merci en tout cas à tous les deux. Et puis bonne représentation. Merci. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Sud Radio. Le supplément média. Il n'y a plus de date, tu vois. On a commencé à parler cuisine. On parle cuisine avec Vanessa. On se fait plaisir. Voilà. Pour les fêtes de fin d'année. Absolument. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du Madame Figaro Cuisine spéciale fête qui vient tout juste de paraître, sans recette facile. Et on va explorer avec vous ce magnifique numéro. On a envie de faire toutes les recettes parce qu'effectivement, alors justement, c'est comment on se renouvelle dans ce type d'exercice où on a l'impression que les recettes sont toujours... on se dit comment on peut encore trouver de nouvelles recettes. Et oui. Et c'est ça le challenge, le défi de chaque hors-série, c'est de se renouveler. Donc en sentant, en humant l'air du temps, c'est très important parce que la cuisine, ça correspond aussi à des modes de vie. Absolument. Et en étant aussi très ancré dans la saisonnalité, puisque ça nous tient vraiment à cœur, c'est de proposer des cuisines qui correspondent à des recettes, qui correspondent à des produits de saison, à des événements saisonniers aussi. Et du coup, ça aide à nourrir un hors-série. Est-ce qu'on cuisine encore à Noël? Est-ce que les gens se mettent à cuisiner? Est-ce qu'on a gagné du temps? C'est-à-dire qu'avant, on se souvient de nos mères qui, dès le matin, se mettaient pour le soir. Elles arrivaient épuisées avec la dinde et les marrons. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on cuisine plus vite? Est-ce que les recettes sont plus faciles à faire et parce qu'il y a des outils? Et est-ce qu'on cuisine encore pour Noël? Alors, j'ai pas d'études pour ça, mais j'ai quand même le sentiment qu'on cuisine encore beaucoup pour Noël parce que c'est un moment de partage où on se retrouve le plus souvent en famille. Donc, c'est vrai qu'on est nombreux autour de la table. Alors, il y a plusieurs écoles parce que c'est vrai qu'on a fait parler des personnalités féminines sur leurs habitudes autour des fêtes. Alors, la plupart des personnes interviewées passent des heures
à cuisiner, mais en simplifiant, c'est-à-dire qu'on va aussi acheter de très bons produits pour les servir au moment de l'entrée, on va cuisiner le plat, on va aussi acheter une bûche et on va pas la faire. Donc il y a vraiment on se simplifie la vie, mais on reste dans une grande qualité et on va cuisiner souvent le plat, qui est ce moment au milieu du repas qui va vraiment réunir tout le monde. Donc, on peut faire autre chose que de la dinde, non? Bien sûr, vous l'avez regardé. On sort totalement il y a vraiment énormément d'idées et puis des nouvelles associations avec des nouveaux aliments. Alors il y a des modes, il y a eu la mode du yuzu. Là on est beaucoup sur la joie badiane. Il y a beaucoup de mélange d'épices. Les épices deviennent très importantes. Très importantes. C'est vraiment l'épice, c'est vraiment la petite chose en plus qui va tout changer. Et c'est pour ça qu'on accueille. À chaque numéro, on accueille une personnalité de la cuisine, une chef ou un chef. Là, vous en avez deux. Et là, on a Adeline Grattard, qui a revisité des classiques. Oh, j'adore cette chef. Qui a revisité des classiques dans un esprit déjà plus familial, donc avec des recettes assez simples, mais aussi avec son ton de cuisine, puisqu'elle a été la pionnière de l'association cuisine française, cuisine chinoise. Donc, qui va apporter dans des classiques comme un bourguignon, un 4/4, des œufs meurés. Elle va apporter sa touche asiatique avec quelques petits twists très simples et tout d'un coup on transcende complètement un plat qui est attendu. Alors par exemple, qu'est-ce qu'elle nous propose dans ce numéro ? Le bœuf bouillon à la badiane et à la cannelle. Un 4/4 au yuzu, une volaille revisitée avec des épices. Poule au pot à la cantonaise, elle a l'air absolument formidable. Son 4/4 au miel, vanille et kombava. Les photos donnent vraiment très envie. On est allé les photographier dans son restaurant, elle a tout préparé. Donc c'est pas des plats en plastique, peints, comme on voit sur YouTube. Non, mais c'est vrai, on peut se poser des questions on voit plein de choses sur YouTube où c'est de la fausse fumée, c'est du faux fromage. C'est pas dit tout ça. Toutes les photos du Figaro Magazine. Pas toutes les photos, parce qu'il y en a on travaille aussi avec des livres de chefs, mais la plupart de nos photos sont produites. Donc évidemment, Adeline Grattard, quand elle nous fait des recettes, on va chez elle, elle nous sort les plats et on les photographie, elle nous en parle et on fait évidemment un article autour de ça. Donc oui, non, c'est extrêmement vivant. Mais dans ce numéro, il y a plein, vous parliez de la rapidité, etc. Je voudrais aussi parler d'une forme d'engagement, parce que nous, dans ces hors-séries, on aime parler de la saisonnalité, mais aussi on est très engagé sur l'anti-gaspi. Et là, par exemple, on a un grand sujet sur comment cuisiner les restes de pain. Parce qu'on sait qu'on jette beaucoup de pain. Autant les boulangeries, ça c'est un autre sujet, que chez soi, une vieille baguette c'est pas très bon. Et ben nous, on en fait de la farine, des gâteaux, des plats salés comme sucrés. Et on a demandé à Émilie Franzo, qui est très influente sur les réseaux sociaux avec son compte Plus une miette, de nous cuisiner du pain rassis. Et elle a fait des recettes mais formidables. Vraiment. Alors, j'étais très étonnée de voir que vous consacriez un dossier à la cuisine anglaise. Oui, parce qu'il y a un très joli livre qui est sorti là-dessus et qui est très étonnant et qui, en plus d'être un livre de cuisine, est un livre passionnant sur l'histoire de la gastronomie anglaise et aujourd'hui comment elle est pratiquée. Et il nous a mis l'eau à la bouche. Donc on a décidé. Et en plus, en France, il y a une grande explosion des tables anglaises. Donc ça correspond aussi à une actualité. Il y a le pea and ham soup, la soupe de petits pois au bacon et à la menthe, et le gâteau en damier, le Battenberg cake. Il y a quand même des choses très bonnes, effectivement. Oui, il y a des choses très bonnes anglaise. Et surtout, elles nous ont expliqué, on a une interview, pourquoi la cuisine anglaise est mal aimée, le fait qu'après-guerre, elle s'est quand même orientée vers une industrie alimentaire et plus du tout vers de la cuisine, mais qu'aujourd'hui, il y a un vrai renouveau de la cuisine, justement parce que les Anglais redécouvrent leur production fermière et que du coup, il y a tout un circuit d'achat auprès des fermes et que les chefs travaillent là-dessus. Alors, Vanessa, j'étais très déçu. J'attendais à une page mon Noël avec mon air fryer.
Il n'y a pas de recette à l'air frayeur. Non, on fait peu d'électroménager. Non, mais ça aurait pu, il aurait pu avoir. Je fais mon Noël avec mon air fryer. C'est vrai. Il nous arrive de faire des sujets comme ça, mais cette fois-ci, on a eu envie d'être festif, d'être plus festif, plus produit. La une spéciale fête sans recette facile, la notion de facile aussi, aujourd'hui, elle est très importante, c'est-à-dire que faut que ça aille assez vite et pour que les gens aient envie de cuisiner. Il faut que ce soit simple et rapide. Aujourd'hui, tout le monde c'est dira... ce que je disais. Voilà, on manque de temps. Donc, c'est une raison pour ne pas cuisiner, pour acheter des produits transformés, pour commander, etc. Or, la cuisine, ça peut être rapide. C'est pas obligatoirement un dressage formidable, c'est pas obligatoirement des connaissances techniques. C'est avant tout un bon produit, bien cuit. Est-ce qu'on peut faire des pâtes à la truffe et au foie gras pour Noël, par exemple? Oui, non. Foie gras et truffes. Non, mais c'est un exemple. Non, mais parce par que exemple, j'ai il y a quelques années, on avait convié. Est-ce qu'on peut faire des pâtes pour Noël? Ouais, je raccourcis ma. On peut faire des pâtes. Il y a quelques années, on avait convié dans le magazine Hélène Darroze qui nous avait donné sa fameuse. Elle nous avait donné sa fameuse volaille farcie aux coquillettes et au foie gras. Absolument. Ah bah voilà. Voilà. Ouais. C'est pas le cas là, on a autre chose, on varie les plaisirs, mais évidemment, je pense que il y a des bons aujourd'hui, produits, c'est ça, c'est le principe. Là, vous m'en parlez, j'adorerais manger des pâtes là. Ça y est, c'est de ma faute. Vous n'avez pas goûté sa macaronade qui est formidable. J'ai goûté beaucoup de choses. Mais un hamburger pour Noël, si on fait un hamburger un peu, non? Alors là, je suis plus mitigée. Je suis plus mitigée, mais vous pouvez le jouer. Vous pouvez le jouer décalé. Après tout, chacun sa façon de recevoir. C'est aussi ce qu'on prône. Il n'y a pas de règle. L'important, c'est la générosité et le bon produit, je crois. Je sais pas. Vous aimez faire quoi? Noël dernier, vous avez fait quoi? Je sais plus. C'est vrai, vraiment selon l'inspiration. Moi, j'ai beaucoup aimé votre édito qui met en avant le mot nourrir. Vous racontez qu'une rédactrice en chef, vous l'avez supprimé d'un de vos articles. M'avait recommandé de le supprimer. Ça m'avait frustré. C'était pas un beau mot et en fait, c'est un très beau mot et c'est essentiel en fait. Ah oui, je trouve que le mot nourrir, c'est un mot magnifique qu'on employait un peu moins. Et là, je trouve qu'il revient dans la bouche des chefs et notamment dans la bouche des femmes chefs. Il y en a deux dans le magazine. Il y a Stéphanie Lequelec et Stéphanie Lequelec qui ont beaucoup employé ce mot durant les interviews. Et j'ai eu envie vraiment de le mettre à l'honneur dans cet édito parce qu'elles me parlaient du plaisir qu'elles avaient à nourrir leurs clients, mais aussi leur famille. Et le mot nourrir, c'est pas seulement manger, c'est aussi grandir. Donc c'est un très très joli mot. En tout cas, c'est un joli hors-série avec beaucoup de cookies à la casserole. C'est une recette de Stéphanie Lequelec et on en parlait avant de rentrer dans le studio. Il est gourmand, on va dire. Il est très gourmand. Vous n'avez rien amené, Vanessa? J'ai pas eu le temps de cuisiner ce matin. Voilà, mais le pain est jamais perdu. Il y a plein de choses. Il y a évidemment les accords mets-vins. Ça vous parle du plateau de fromage qu'il ne faut surtout pas oublier. Et puis tous ces produits de saison dont on ne sait pas toujours quoi faire. L'endive, le poireau, le céleri qu'il faut pas oublier, les noix. Bref, j'ai faim à cause de vous. Très beau. Moi aussi j'ai faim. Bravo en tout cas à vous. Spéciale fête sans recette facile. C'est un hors-série du Madame Figaro. Qui a déjà Madame en vente, Figaro cuisine. Pardon, on peut déjà l'acheter. Oui, absolument. Et puis il y a la tarte au chocolat et orange qui est pas mal. Le petit dossier chocolat, on n'en a pas parlé, mais il met l'eau à la bouche et donne envie de faire des gâteaux. Moi, m'a donné envie la tarte là. Vous la faites pour lundi? Merci. Oui, voilà. On verra. Si je suis moins malade. Allez, merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Dans un instant, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.